Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose de voir ensemble comment les professionnels sèment leur maïs et comment ils plantent leurs tomates. Je suis chez Pierre Chollet, un exploitant agricole qui est tout près de chez moi. Il a 25 ans, il a repris tout récemment, il y a 2 ans, l'exploitation agricole de son père qui est malheureusement décédé un peu prématurément. Et donc, il reprend avec son frère et sa mère et quelques salariés, ils sont 3 salariés, 250 hectares de terrain. Vous voyez qu'il y a du blé qui est juste là. Il fait du blé, de l'orge, du maïs, il fait des tomates. Il a donc 250 hectares de terre, il a 40 hectares de vignes. Et donc avec quelques salariés, il doit gérer ça donc un peu plus rapidement que prévu malheureusement. Et donc on va voir ensemble comment est-ce qu'il sème son maïs, comment est-ce qu'il plante ses tomates. Vous allez voir, c'est passionnant. On voit ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec Pierre Chollet. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc nous sommes la semaine de fin avril, on est le 20 avril aujourd'hui, le 19. Oui, Et vous commencez à planter les tomates. c'est ça. Alors ce sont des tomates que vous achetez directement chez un producteur de plants, Oui. le groupe Thomas Plant, qui est un des plus gros producteurs de plants en France. C'est quoi comme variété de tomates que vous plantez? Là, c'est des numéros. Alors, je pense que c'est de la 64-38. Ah oui, c'est la variété 64. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les professionnels ne plantent pas forcément des variétés comme la marmande ou la cœur de bœuf. Non, Ils plantent des références. Et là, c'est une référence, c'est une tomate à sauce. c'est ça. Ça, c'est un peu pour faire de la tomate pelée aussi. D'accord. Et là, on voit que vous plantez des plants qui sont issus d'alvéoles, donc 3 cm. Des plants qui font quoi, même pas une petite dizaine de centimètres. C'est Ouais. des plants qu'on peut tout à fait avoir chez nous en tant qu'amateur, on peut avoir les mêmes plants. Et donc vous les plantez fin avril, vous espérez une récolte vers quelle date? Entre début et mi-août, Donc c'est une à peu variété près. assez précoce. Ouais. Et quel rendement vous espérez? Entre 80 et 100 tonnes hectare. 80 et 100 tonnes à l'hectare. Ouais. Ce qui fait 8 à 10 kg au mètre carré. Oui, c'est ça. C'est énorme. Oui. Et donc c'est de la tomate plutôt industrielle, on va dire, pour Ouais, faire des sauces, des c'est ça. ketchup, des machins. Et comment ça fonctionne? Alors vous avez un très joli tracteur, bravo. Vous avez les plants qui sont devant. Pour approvisionner. Et puis vous avancez sur le rang. Alors comment ça se passe? Il y a un petit tourniquet qui est là. Là, donc la personne s'assoit sur le siège, Voilà, attrape les plants, les met dans les pots. voilà. Et ça tourne, donc ça va jusque derrière. Et après, le plant, il tombe ici, dans ce genre d'entonnoir. Il y a un petit tuyau entonnoir, ouais. Et donc là, avant tout, il y a les roues qui tassent devant un peu la terre. Ouais. Le disque ouvreur pour éviter c'est pour un peu casser les pailles, pour éviter que ça vienne se coincer dans ce qui vient faire le sillon. Ouais. Et après, du coup, le plant tombe dedans et les roues viennent refermer pour retasser le plant. D'accord, donc là on a l'explication. Maintenant on va aller voir en live comment ça se passe avec les planteurs. Combien d'hectares vous plantez? 30 hectares. Et combien de plants par hectare? 28 000? 28 000 plants par hectare. Ça veut dire que sur un hectare c'est 10 000 mètres carrés. 28 000 par 10 000, ça fait 3 plants par mètre carré. Et donc comment ça fonctionne alors la machine à planter les plants de tomates? Alors déjà on voit que ce sont des tout petits plants de tomates, il ne faut pas mettre c'est pas des gros pots, c'est encore des plants qui sont dans des alvéoles de 3 cm, donc des tout petits plants. Nous avons 3 messieurs qui sont installés sur des fauteuils, sur des chaises dans lesquelles il y a un petit tourniquet qui tourne évidemment et qui va vers un tuyau. Hop là, attention, un tuyau qui descend dans le sillon. Et ici, les roues font un petit sillon, plantent le plant et ramènent la terre. Alors de temps en temps, la terre s'accumule, donc le tracteur est obligé de surmonter l'amas de terre. Et vous voyez que c'est des tout petits plants. Ils doivent faire même pas 10 cm. Ils ont pris un peu le froid d'ailleurs parce qu'on voit qu'ils sont un peu violets. Voilà, donc le gros avantage de cette solution, c'est qu'on plante 4 hectares de tomates en une journée. Alors effectivement, c'est énorme. Là, on voit que sur la parcelle jusqu'ici, on cultivait du maïs. Il reste quelques épis qui n'ont pas été récoltés lors de la récolte de maïs. Mais donc, on voit qu'on a une rotation entre le maïs et les tomates qui marche bien. Et voilà, donc 4 hectares de tomates plantées en une journée. C'est du boulot. Alors en termes de distance de plantation, les plants sont plantés en double rang. Vous voyez qu'il y a 2 rangs collés. Là, il y a 160. Donc je récapitule. 20 cm entre les deux rangs collés. 45 cm sur le rang. Et entre les doubles rangs, 160 cm. Et c'est comme ça qu'on plante 28 000 plants par hectare. Donc 3 plants en mètre carré. Et alors le tracteur, j'ai vu qu'il avance tout seul en fait. Vous le mettez en ralenti. Ouais. Et il avance tout seul sur le... Oui, il est guidé par GPS. Guidé par GPS. Ouais. D'accord, oui, tout est électronique, informatisé. Ouais, c'est ça. Très bien. Et donc, en termes d'arrosage, vous m'avez dit que vous arrosez tous les 4 jours.
À peu près, oui, en moyenne. Alors on dit souvent que quand on arrose les feuilles de tomates sur le dessus, ça fait du mildiou, etc. Vous n'avez pas de problème? On arrive à le maintenir. Ça dépend des années, la pression après, mais en principe, on le tient régulièrement, ça on arrive à le Et tenir. vous faites des traitements ou pas de Ah oui, Vous faites quoi comme traitement? anti-mildiou, anti-odium. Un genre de bouillie quoi. Oui, c'est ça. Et vous traitez tous les combien par exemple? L'année dernière, on a fait 6-7 traitements dans l'année. D'accord, donc entre fin avril et fin août, ça veut dire C'est ça. la tomate c'est 4 mois de culture. À peu près, ouais. Vous faites 6-7 traitements en 4 Ouais, mois. ouais. Ça fait environ un toutes les 2 semaines. Oui, à peu près, mais au début, comme elle est comme ça, là, on la traite pas. D'accord, mais c'est pas des tomates bio que vous faites, donc c'est des Non. tomates industrielles. Il y en a qui en font en bio, mais Ouais. pas. Et On donc, pourrait le faire, mais le problème c'est que faut avoir les années derrière. Je veux dire, je peux pas décider cette année de faire du bio. Il y a une transition. il y a 3 ans je crois. 3 ans et c'est toute la propriété en gros ou rien, donc oui, c'est d'accord. compliqué. Pourtant la tomate, ça m'intéresserait de le faire peut-être en bio. D'accord, donc peut-être que dans 3-4 ans. Peut-être, vous ferez à des l'avenir. tomates bio. Ok, et donc c'est une rotation derrière un maïs. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des rotations recommandées sur la tomate? Minimum 4 ans sans que ça soit sur cette parcelle, quoi. D'accord, donc Faut attendre 4 ans avant de remettre, quoi. Là, vous ne remettrez pas de la tomate sur cette parcelle avant 4 ans. Ouais. Pourtant, vous faites des apports en termes d'engrais, de fumure, ça vous apportez quoi? Un peu de minéraux, un engrais minéraux. Donc, ça fait partie des 7 traitements, les apports de minéraux? Ah non, c'est à part. C'est pas un traitement, c'est Non. de la nutrition. Ouais. D'accord. Et donc, pourquoi 3-4 ans? Parce que si vous apportez des minéraux, a priori, il y a tout ce qu'il faut. C'est quoi? C'est pour les maladies? C'est pour les maladies, pour éviter que ça revienne trop souvent, quoi. Voilà, parce que le fait d'avoir des tomates qui poussent ici, ça veut dire que vous allez avoir des spores de mildiou qui vont, même si vous traitez, vous aurez des spores de mildiou qui vont se répartir dans le sol. Et si vous replantez ici, bah, vous avez plus de risque d'avoir du mildiou que si vous plantez sur d'autres parcelles. Voilà, donc après la culture de la tomate chez Pierre, on va voir la culture du maïs. J'étais déjà venu voir Pierre il y a une quinzaine de jours, c'était le 3 avril, pour le voir semer son maïs. Et là donc on voit son tracteur avec un épandeur d'engrais sur le devant, 9 semoirs derrière. Et il a décidé de semer le 3 avril alors que la météo annonçait encore des températures négatives. Mais comme il sème ses grains à quelques centimètres de profondeur, ils sont protégés du froid pendant les premiers jours. Et donc il a pu faire son semis le 3 avril. Et on va voir tout à l'heure que les graines ont bien pris et tout a bien levé. Mais avant ça, il nous explique comment est-ce qu'il sème son maïs chez lui. On a l'élément semeur. Donc lui, quand il arrive, il vient m'enfouir un peu l'engrais là, pour qu'il puisse, pour que ça se rentre un peu dans la terre. Ouais. Donc là, on a un système de chasse-motte, donc pour chasser toutes les mottes qui peuvent gêner pour le semis. Ouais. Là, on a 2 disques ouvreurs, donc qui ouvrent le sillon. Ouais. Les 2 roues caoutchouc de chaque côté pour régler la hauteur de la profondeur de la graine qu'on veut déposer. Ouais. Une roue plombeuse qui sert à appuyer la graine au contact du sol. À tasser quoi. Ouais. Et après, 2 roues qui referment le sillon. D'accord. Donc là, en interrang, on a quelle distance? 75 cm. Et sur le rang, on sème tous les? À peu près de 14, 16, ça dépend. D'accord. Et là, la graine est semée à quelle profondeur? Là, on est à peu près à 5 cm pour arriver à trouver un peu de fraîcheur. D'accord. Et donc là, le fait qu'on soit donc le 3 avril et qu'on annonce du gel la semaine prochaine, c'est pas gênant? Bah, il va pas germer dans la semaine, donc enfin, c'est pas qu'il va pas germer dans la semaine, mais il va mettre du temps à sortir, donc la semaine d'après ça ira mieux. Voilà, le gel sera passé. Le gel sera passé, donc les températures vont remonter. Alors. Et qu'est-ce qui se passe si on a un gel fin avril par exemple? Ah ben, ça peut avoir des risques. Vous pouvez être amené à ressemer? Ça peut arriver, mais généralement c'est rare. Hein. Mais il prend une claque le maïs, mais normalement il repart après. D'accord. Alors là c'est du maïs grain, alors il faut faire attention parce qu'il y a différentes variétés de maïs. Ouais. Donc là c'est du grain pour les poules quoi. Oui, c'est ça. Et c'est du grain que vous vendez en direct ou vous vendez à l'exportation? Comment ça marche? Nous, la plus grosse partie on le vend en direct à la ferme, oui. D'accord. Donc en sac de 25 kg, c'est conditionné. D'accord. Et donc avec un petit réservoir de grains comme ça, oui. On fait quelle surface? Ben là le semoir complet il y a 8 rangs. Et je mets à peu près 2 sacs par élément. Et je fais à peu près 9 hectares avec un semoir plein. 2 sacs de combien de kilos? Ils font à peu près 15 kg, 15-20 kg, ça dépend, c'est au nombre de grains dans le sac. Il y a 50 000 grains dans un sac. D'accord. Donc avec 100 000 graines, vous faites 1 hectare? Un peu moins, le dosage c'est entre, on va dire, entre 70 et 100 000 grains hectares. D'accord. Ça dépend des variétés. Donc là on sème le 3 avril, vous espérez récolter à quelle date? Mi-octobre, début octobre. Ah oui, donc c'est quand même début mi-octobre. Ouais. Et vous arrosez? Bien sûr, oui.
partir de quand? À partir de, s'il n'y a pas d'eau, on arrose. Donc, mais après, généralement, on arrose fin mai, début juin. D'accord. Parce que là, en avril et en mai, il y a des chances qu'on ait des pluies. Même des fois en juin, il peut y en avoir. Mais généralement, après, s'il a besoin d'eau, on irrigue, quoi. Parce que le maïs sans eau, il pousse pas, quoi. Donc le maïs, il a besoin surtout de beaucoup d'eau au moment où il commence à faire les épis, quoi. La fleur, ouais. La fleur, Quand il met la fleur, ouais. Donc là, vous avez des grands asperceurs? Là, sur cette parcelle, il y a des pivots, comme on voit derrière, là. Ouais. C'est un système de rampe qui tourne en rond. Ouais. Et avec des petits arroseurs dessus. Et l'eau, vous la puisez où? Dans un étang, en bas, là. L'hiver, on a un fossé qui passe juste à côté. Donc on contourne l'eau dans l'étang pour le remplir l'hiver. Et après, l'été, on repompe l'eau. Mais l'étang, à la fin de l'été, il y a encore de l'eau, quoi. Et puis l'hiver, il est à ras-bord. En 2 mois, il est plein. Donc vous êtes autonome en eau? C'est ça. Alors quel conseil vous donneriez à un amateur qui veut semer du maïs doux chez lui? Qu'est-ce qu'il doit arroser régulièrement? C'est quoi les conseils? Le maïs doux, oui, c'est comme un maïs classique. Il a besoin d'eau, donc oui, un bon arrosage. Voilà, donc semer dans le sud de la France à partir de début mi-avril. Ouais. En 15-75. Oui, après si c'est dans le jardin, ça peut se semer plus près et éparpiller, hein, les pieds. Là, c'est le fait pour pouvoir le ramasser qu'on le sème en rang. D'accord. Parce après, qu'il serait... un peu d'espace quand même pour prendre la lumière. Ah oui, oui. Mais faut pas que ça soit collé. Mais nous, on sème en rang pour pouvoir le ramasser. Voilà, alors à partir de ce moment-là, on a eu un problème de son et de vent qui a rendu le son du micro de Pierre totalement inaudible. Donc je vous résume rapidement ce qu'il nous disait. Il nous disait qu'après le semis, il faut bien veiller à désherber les plants, parce que le maïs est une plante qui est assez sensible aux adventices. Donc quand vous avez fait votre semis, vérifiez, désherbez bien pour que les plantes ne souffrent pas du fait que les adventices leur piquent leurs nutriments. Il faut évidemment arroser régulièrement, il faut de préférence semer dans une terre bien riche. Lui, il enrichit avec du compost, il a fait des engrais verts, il a semé des engrais verts, de la moutarde, du radis chinois et du trèfle en novembre, juste après la récolte. Engrais verts qu'il a fauché juste avant de semer la semaine d'avant. Il faut aussi veiller à tous les insectes foreurs que sont la pyrale ou la sésamie, qui sont des insectes foreurs du maïs, et que s'ils s'en prennent à votre maïs, vous aurez des épis complètement détruits. En termes de vitesse, il va planter 10 hectares semer 10 hectares de terre en une après-midi, et il sème ses 120 hectares en une semaine. Donc c'est assez rapide, on va dire, comme semis. Et là, on voit que 15 jours après le semis, malgré les températures négatives, les grains ont bien levé, et que donc tout se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc on va retrouver Pierre qui nous explique tous les soucis qu'il a avec son maïs. Mais en attendant, voilà un plan du champ vide pour le comparer au même plan dans 3 mois. Malgré le froid qu'il y a eu pendant cette quinzaine, là, ils ont bien levé. Ouais, ça a mis un peu de temps, mais ça a levé, ouais. Et là, vous avez des soucis avec les corbeaux? Ouais. Et c'est le plus gros des soucis. Ça veut dire qu'ils vous prélèvent combien de grains? Ah, sur un vol comme il y a là, sur une centaine de corbeaux, en 10 jours, il ne peut plus rien avoir dans la parcelle. Ah ouais? Oui, oui. Oui, c'est impressionnant. Oui. Et comment vous gérez ça alors? On essaye de les tirer, mais sauf que les corbeaux c'est hyper malin, donc... Les tirer, c'est-à-dire au fusil? Au fusil, ouais. Mais si vous en tirez un, après les autres s'en vont, ils ont peur? C'est pas ça, mais c'est que pour les faire venir, parce que c'est une chasse particulière quand même, le corbeau est très intelligent. Ouais. Et là, par exemple, je vais me promener avec le fusil dans la parcelle, ils vont pas être là, mais 2 minutes après, ils vont revenir, quoi. Ah ouais. Et donc puis... vous êtes possible que vous ressemiez si Ah ouais, mais bon, c'est pas du boulot, quoi. Puis c'est par-ci, par-là, c'est impossible à ressemer, quoi. Ah oui, ça vous fait du clair. C'est des trous énormes. Bon, mais en dehors du corbeau, après, si le corbeau ne fait pas trop de dégâts, ça va pousser sans souci. Ah oui, à part le corbeau, moi, c'est... Après, il y a un peu de dégâts de cochons l'été, mais c'est pas ce qui fait le pire, quoi. Les cochons, ils vont manger les plants de... Ah mais quand le maïs il est en lait... Les cochons, c'est les sangliers, hein. Oui. Voilà. Quand le maïs commence à être en lait, souvent c'est les mères qui font tomber les pieds pour donner à manger aux petits, quoi. Ah oui. Et là ça fait du dégât. Mais... Voilà, ce qui explique que la chasse aux sangliers, alors je sais qu'il y a des gens qui sont contre la chasse, ouais. Mais c'est vrai que la chasse aux sangliers, comme il y a une prolifération des sangliers... Il y en a de plus en plus. Nous avant il n'y en avait pas ici. Il y a 10 ans il n'y avait pas un seul sanglier. Et là sur la commune ils en ont tué je sais pas combien cet hiver, il y en a encore autant. Là. Voilà, comme il y a une prolifération, ça fait que les cultures sont vraiment... oui, oui.
Ah, qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, c'est du coup, on met des pétards là, qui font du bruit pour essayer de les effaroucher. Mais... Ah ouais, on a entendu un petit boom, donc c'est des effarouchements. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, ça, si. Au bout de 2 jours, ils s'y habituent, puis ils se mettent à côté, et ils rigolent. Ah d'accord. C'est vrai que c'est les corneilles, les choucas, tout ça, C'est ça. les corbeaux, c'est très intelligent. Bon, en tout cas, bon courage pour cette culture de tomates. Ouais. Je viendrai sûrement À la récolte, si vous voulez venir. Comment vous récoltez. Ouais. Et puis comme ça, on se retrouvera sur la chaîne pour voir tout ça. En tout cas, merci Pierre pour l'accueil. De rien, pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Avant de vous quitter, je voulais encore une fois vous remercier parce que vous avez fait un superbe accueil à mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro. Vraiment, c'est un accueil incroyable. Vous avez eu la gentillesse de mettre dans les 10 premiers des ventes de livres en France. Donc, je dois dire que je suis assez épaté par tout ça et je vous remercie 1000 fois. Si vous êtes intéressé par ce livre, je vous ai mis un petit lien dans la description. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!